Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler du bench marketing, de benchmarker. On va voir ce que c'est et on va voir un paradoxe parce que pour moi, il y a un paradoxe dans cette activité, dans cette façon d'aborder le business. Et tu vas voir que le paradoxe se situe précisément pour toi et moi, pour d'un côté les investisseurs et de l'autre les entrepreneurs, sachant que pour moi ce sont les deux mêmes facettes d'une même pièce. Je trouvais que ce sujet était fort intéressant et j'ai donc envie de l'aborder avec toi. Mais avant, comme d'habitude, et si tu es une personne totalement normale et que tu fais partie de cette grande famille qui est la mienne, tu vas prendre le téléphone d'un de tes amis et tu vas l'abonner sauvagement à cette émission. C'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qui m'aide le plus, et c'est le comportement le plus sain que tu pourras jamais avoir envers un de tes congénères, car ça crée des liens. Figure-toi que quand tu prends le téléphone d'un ami, tu dis « Attends, bouge pas, je fais un truc dessus, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais ?» Direct, tu vas discuter, tu vas engager une conversation. C'est presque, j'ai envie de le dire, si j'étais pas marié, ça serait presque une technique d'approche fatale. Et grâce à moi, tu peux rencontrer ta femme et me remercier. Tu imagines quel bienfait tu ferais d'abonner quelqu'un à cette émission tout en le rencontrant. Mon Dieu, c'est magnifique. Quelle introduction. Bon, ok, je vais peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, pense à me laisser une note, peu importe là où tu m'écoutes, c'est ce qui m'aide aussi le plus. Et puis, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com pour télécharger les 100 premières pages du livre « Devenir riche sans argent » dont je suis l'auteur. Et oui, j'ai écrit ce livre qui, ma foi, somme toute, a l'air d'être une réussite parce que je n'ai que des bons retours, même si ce n'est pas à moi à le dire. Je te le souligne quand même. Et pour terminer, toujours sur mon site immobiliercompagnie.com, tu as dans l'onglet programme, bien 2 programmes. Tu cliques sur l'un ou sur l'autre et tu travailles avec moi. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu prends un de ces programmes, on sera en contact. Ok ? Bon, je crois que je t'ai tout dit. On va attaquer. On va parler du benchmarking. Enfin, de benchmarker. Du benchmarking. Voilà, c'est ça. C'est le benchmarking. Ça s'écrit B-E-N-C-H-M-A-R-K-I-N-G. Alors pourquoi je te l'épelle ? Parce que moi j'avais envie d'y coller un S quelque part. Et non, en fait il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. C'est comme je viens de te le dire avec un C. Alors on va commencer dès le début par voir le pourquoi, ou plutôt le c'est quoi. Pourquoi benchmarker et c'est quoi le benchmarking ? Ok ? Ensuite, je vais parler un petit peu avec toi de ce fameux paradoxe, mais légèrement, entre l'investisseur et l'entrepreneur, parce que je vais l'amorcer pour aller à une réflexion, pour ensuite t'amener sur ma façon de fonctionner. Alors attention, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la bonne façon de voir les choses, c'est ma manière de voir les choses. Je vais te donner mon avis et je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça, parce que effectivement, tu vas voir, il y a un gros paradoxe, mais avant qu'on en arrive à ça, voyons ce qu'est le benchmarking. Alors sans surprise, on ne va pas faire genre que je suis méga intelligent, j'ai trouvé ce que je vais un petit peu t'expliquer ici sur Wikipédia. J'ai aucun problème à te citer mes sources. C'est surtout que après moi je vais agrémenter ça de ce que moi je sais, parce qu'il y a des choses que je sais de manière générale. Et donc tu fais attention, il y a quand même ce que moi je pense et puis il y a ce qu'il y a d'écrit. Alors le benchmarking, c'est du marketing avant tout, d'accord ? C'est une façon d'aborder le business qui pour moi n'est pas vraiment la bonne, mais qui est paradoxalement, et c'est une émission qui va être pleine de paradoxes, qui est un petit peu obligatoire. Je m'explique. Le benchmarking, ça consiste à analyser, d'accord, tes concurrents, tout simplement. Donc en gros, par exemple, tu veux lancer une entreprise, une agence immobilière, bien tu vas aller voir l'agence immobilière la plus proche du lieu que tu as choisi pour implanter ton agence immobilière, et tu vas regarder comment travaille l'agence immobilière, tu vas regarder comment est gérée l'organisation dans l'agence immobilière, tu vas rentrer dans l'agence immobilière et faire, entre guillemets, le client mystère. En vérité, tu es un what the fuck of spices, tu es un espion, d'accord ? Tu es en train d'espionner les techniques de ton adversaire, tu fais du benchmarking, tu regardes donc comment va se comporter le commercial en face, quelles sont les directives qu'il peut avoir qui ont été données par bien la personne au-dessus de lui. Tu vas regarder globalement ce que fait la concurrence. Tu vas t'en inspirer. En tout cas, je vais quand même souligner, tu vas prendre le meilleur de ce qu'il fait et l'adapter, l'incorporer, d'accord, à ton concept. Voilà ce qu'est le benchmarking. Prendre l'essentiel de ce qui fonctionne, l'adapter à ton modèle et pas en espérant, mais
je pense que derrière cette action, il y a forcément, enfin je l'espère en tout cas, l'idée que ce qui marche le mieux pour l'autre marchera le mieux pour toi. Et en prenant tout ce qui est de mieux chez tout le monde en fait, eh bien tu auras la meilleure activité possible. Alors tout de suite déjà je suis obligé un petit peu, j'ai un peu de mal à garder mon avis sur les choses, donc tu m'en veux pas, mais je suis obligé de te préciser à ce stade que si c'était aussi facile, tout le monde le ferait et ça se saurait. Mais bon, voilà. C'est un processus continu de recherche, d'analyse comparative, d'adaptation, d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus dans une organisation. Donc tu vois, c'est vraiment quasiment une veille continue. Un benchmark est un indicateur chiffré de performance dans un domaine donné, qualité, productivité, rapidité, délai, etc., tiré de l'observation des résultats de l'entreprise qui a réussi le mieux dans ce domaine. Cet indicateur peut servir à définir les objectifs de l'entreprise qui cherche à rivaliser avec cette dernière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand tu benchmarks, tu vas prendre le leader ou le mec qui est positionné sur ton marché proche de chez toi, qui est en tête de peloton, et tu vas ingérer tous ces processus dans ta nouvelle organisation en espérant te caler au même niveau que lui. Alors, c'est une technique qui a été inventée, qui revient de chez Xerox. Alors moi, ça m'amuse beaucoup parce que Xerox a inventé beaucoup de techniques. Je trouve personnellement que Xerox est vraiment à l'origine de ce genre de techniques, des techniques un petit peu d'arracheur de moquettes. Je ne sais pas si tu connais cette entreprise, Xerox, c'est une société de photocopieurs. C'est une société relativement agressive, leaduse de son marché à une époque, tellement leaduse qu'elle a même elle-même subi quelque part du benchmark, parce que pour la petite histoire, la légende raconte que Steve Jobs est rentré chez Xerox et que c'est en visitant les ateliers de Xerox qu'il a vu le premier logiciel pour photocopieur dynamique avec la souris, etc. Et c'est de là qu'il a créé Apple. Donc c'est très amusant pour une société qui pratique et qui a inventé le benchmark de se faire benchmarker à ce point, parce qu'aujourd'hui, Xerox n'est pas Apple. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que ce que je viens de te dire est faux. Ce qu'a fait Steve Jobs n'est pas du benchmarking. Pas du tout d'ailleurs. Il a pris une chose d'une entreprise, il l'a extrait, sorti de son contexte, transformé, réadapté à un nouveau marché, et il a explosé. Et je te donne un peu une piste, mais tu as compris un peu que je suis plus adepte de ce type de comportement que du benchmarking en lui-même, parce que benchmarker, tu vas voir que en réalité, c'est un petit peu la thèse que je vais soutenir dans cette émission. Pour moi, c'est vraiment pour les losers, quoi. C'est pour les perdants. Si tu fais du benchmarking, tu es un perdant. Alors je vais te raconter une histoire, une émission qui n'est pas réellement préparée comme les autres, parce que j'ai une histoire à te raconter qui est somme toute extraordinaire. Tu vas peut-être même avoir du mal à la croire, cette histoire, tellement elle est extraordinaire, mais je veux te la raconter parce qu'elle va illustrer parfaitement la raison pour laquelle tu ne peux pas benchmarker et tu ne dois pas benchmarker. Et après, je t'explique le paradoxe. Ok? Alors l'histoire se situe entre mes deux périodes de marchand de biens, d'arrêt de marchand de biens, de prise de la reprise immobilière sous forme d'investisseur à temps plein. Donc j'arrête le marchand de biens, je deviens investisseur. À ce moment-là, je reprends plus de parts de la société qu'on avait avec ma mère qui était une imprimerie. Et à ce moment-là, en fait, on décide de lancer un site internet. Et à ce moment-là, toujours, quelques mois en même temps, on était en même temps de la création de notre site, etc. Il y a une entreprise qui se lance sur le marché français, une entreprise que tu dois connaître aujourd'hui, qui est connue dans la France entière. Une entreprise qui s'appelle... J'ai dit que je disais pas de marque. C'est le salaud. Non, dis-moi Nicolas. Vistaprint. Donc tu dois connaître le principe de cette entreprise. Elle propose en fait des cartes de... C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, hein. Tu dois la connaître sous cet angle-là. Elle a proposé des cartes de visite gratuites sur son site et tu modélisais la carte toi-même sur le site. Fait très intéressant et que j'ai trouvé mais extraordinaire à l'époque. Extraordinaire de mon point de vue, vraiment, j'insiste, hein. En fait... Pour avoir eu une imprimerie, je peux t'en parler, le plus gros du travail, c'est les maquettes. C'est un petit peu comme quand tu fais des vidéos sur YouTube. Le plus gros du travail, c'est pas de tourner la vidéo, c'est de faire le montage. Mais c'est exactement pareil en imprimerie, en fait. Le gros de ton travail, c'est de te taper le montage pour arriver au résultat que veut le client. Et la partie, mais extrêmement maligne, qui est cachée derrière Vistaprint, c'est de finalement... comme toutes les entreprises qui ont explosé ces dernières années sur Internet, reporter le travail chiant sur le client. Donc en fait, tu ne le sais pas, mais quand tu crées ta carte de visite sur Internet, sur le site Vistaprint,
La vraie valeur, elle est gagnée à ce niveau-là. S'il n'y a pas un gars que tu payes qui est en train de faire le montage pour toi, c'est toi qui le fais pour toi. Donc en fait, on peut se permettre. La carte de visite en elle-même, elle ne coûte rien. La valeur de la carte, elle est dans le montage que tu dois réaliser. Et ça, c'est hyper intéressant. À l'époque, je n'étais pas capable de faire l'analyse que je suis en train de te faire aujourd'hui. Ça aussi, c'est intéressant pour la suite de l'émission, tu vas comprendre. Bref, je reprends les parts de la société, encore plus de parts, parce que j'en avais déjà avant, mais je reprends plus de parts de la société de ma mère. Et je prends position réelle en parallèle de mes investissements dans l'entreprise de ma mère. Et je la... Comment je vais dire comme terme ? En fait, la particularité quand tu as une entreprise comme ça, familiale, qui est gérée par une même personne depuis des années, c'est très compliqué de dire que tu la diriges. Je ne l'ai jamais dirigée, cette entreprise. Je ne vais pas faire genre, je ne vais pas te dire « Oh ouais, je dirigeais cette société, c'était super ». Non, pas du tout. Au mieux, tu arrives à seconder un petit peu la personne qui est aux commandes parce que c'était son bébé et puis qu'elle était tellement dans son truc que si tu veux, c'était compliqué qu'une tierce personne arrive et chamboule tout. C'était pas possible. Bon bref, c'est pas tout ça le propos, je te raconte, je m'égare comme d'habitude. Revenons dans le sujet. Donc je prends une place dans l'entreprise et on lance la création d'un site internet. Et à cette époque, ma mère, pour son activité, utilisait internet d'une certaine façon. Et moi, j'utilisais pas du tout internet, faut pas se mentir, je n'avais pas internet de toute façon. Et j'avais une autre vision d'un gars qui n'utilisait pas internet. Et j'étais vraiment, à ce moment-là, je m'en rappelle, j'ai benchmarké énormément Vistaprint parce que pour moi, c'était eux la clé. Et d'ailleurs, je dois le dire aujourd'hui, je ne vais pas faire genre. Il faut savoir qu'à cette époque, moi, en parallèle de ma mère, j'ai tout élaboré pour qu'on monte un site équivalent à Vistaprint parce que je voulais pouvoir proposer le montage des cartes de visite en ligne. Alors, moi, dans mon esprit, je ne voulais pas les offrir, mais je voulais que les cartes de visite soient faites en ligne. Et fait amusant, c'est que, alors déjà, à l'époque, quand je soumets le projet, ma mère a raison de me répondre ça. Elle me dit, de toute façon, tu n'as pas Internet. Je n'avais pas Internet à l'époque, c'est la vérité. Elle me dit, tu n'as pas Internet, tu n'es pas un utilisateur d'Internet, tu n'es pas un utilisateur de l'imprimerie, tu ne sais pas ce dont t'ont besoin les clients mieux que moi. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Sauf qu'elle, elle était enfermée dans son processus. Et elle a benchmarké, elle, une autre société. Alors, je ne vais pas te rentrer dans le monde de l'imprimerie, mais dans le monde de l'imprimerie, si tu veux, il y a des années de ça, dans les années 90, il a été impulsé un concept où en fait, il y a une entreprise nationale qui s'est dit que le coût des machines, je t'initie rapidement, le coût des machines étant très élevé, il y a une entreprise qui s'est dit on va centraliser l'achat des machines et on va proposer l'impression. Et en fait, c'est vrai qu'effectivement, ils arrivaient du coup en ayant réussi à faire adhérer un certain nombre de petits imprimeurs à ce concept-là, ils arrivaient à sortir des prix tellement bas que finalement, en fait, ça valait plus le coup d'acheter les machines. Et donc, ma mère, elle a benchmarké cette société-là. Hyper intéressant comme situation parce que, regarde, écoute bien maintenant et tu vas comprendre pourquoi benchmarking, c'est pour les perdants, c'est pour les losers. Tu ne dois pas faire ça. D'un côté, tu avais un mec comme moi qui n'avait pas Internet, qui n'y connaissait rien et qui, de l'extérieur, avait une vision du produit totalement neutre et qui était attiré par la vraie valeur du produit et qui avait une vision réelle. Je suis désolé, je me lance pas des fleurs en parlant comme ça, mais avec le recul, il s'est avéré que j'avais raison, donc il faut quand même le dire. Et effectivement, ce que moi je voulais proposer sur Internet était la réalité de ce dont avaient besoin nos clients. Sauf que ma mère a benchmarké une entreprise qui proposait effectivement un service aux imprimeurs, sauf que là où elle s'est complètement plantée, c'est qu'elle a proposé un service qui était censé toucher essentiellement des professionnels. Or, sa cible de clientèle était des particuliers. Est-ce que tu la sens arriver, l'erreur ? La première erreur et le premier problème de benchmarker, c'est que généralement, on est enfermé dans son univers, on n'a pas le recul nécessaire pour visualiser ce dont a réellement besoin notre entreprise et en réalité, on va s'orienter dans la mauvaise direction. Alors, je suis obligé aussi encore, moi je suis quelqu'un de très transparent, je vais modérer mes propos et je suis obligé de te préciser la chose suivante. Ma mère ne s'est absolument pas plantée dans ses choix, parce qu'il faut savoir que dans cet univers-là, il n'y a pas, voire très peu de sites internet. Ce sont les personnes qui évoluent dans ce milieu-là, dans le milieu du papier, ne sont pas vraiment aujourd'hui encore sur Internet. Aujourd'hui, le site qu'on a vendu avec la société reste un des plus gros sites nationaux, c'est ouf que je dise ça, en ligne accessible pour du particulier en termes de gamme de produits. C'est un site qui a été fait dans les années 2008-2009. Tu imagines le délire, quoi. Un truc qui date de Mathusalem, qui est encore aujourd'hui un des plus gros sites en ligne. On n'est pas là pour parler du site, on s'en fiche complètement. Bref, ce que moi je veux te dire, c'est qui est assez drôle, je trouve, c'est qu'elle a fait un choix qui pour elle était tout à fait... Attention, je ne veux pas la critiquer, c'était un très bon choix.
Le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a mal benchmarké. Le problème, c'est que son benchmarking de départ était orienté vers la mauvaise entreprise. Et cette mauvaise orientation a impliqué qu'à l'arrivée, le choix du site qui a été fait n'a pas été le bon. Tu la sens l'erreur? Et je vais quand même te raconter la fin de l'histoire. Quand à l'époque Vistaprint s'est lancé, qu'il lançait ses cartes gratuites, ma mère elle a dit non mais de toute façon c'est gratuit, il ne peut pas gagner d'argent, il s'en sortira jamais, il va faire faillite, c'est obligé. Voilà ce qu'elle a dit, ça m'a fait beaucoup rigoler. Aujourd'hui il faut que tu saches quand même, pour la petite histoire, que Vistaprint a racheté la société que ma mère a benchmarkée, l'énorme société nationale qui en fait proposait les prix à tous les professionnels. C'est Vistaprint qui l'a racheté. Je trouve cette histoire hyper drôle parce que tous les professionnels qui ont vu Vistaprint se lancer ont dit qu'il allait se planter. Tous sans exception. Tous ceux qui ont benchmarké dans le métier ont benchmarké le même site que celui de ma mère. Et j'étais un des seuls à avoir dit c'est lui qui a raison. Alors je ne savais pas pourquoi à l'époque, je ne veux pas non plus faire genre. Honnêtement, j'avais vu qu'il avait compris un truc parce que moi je voyais qu'en fait, lui, dans mon esprit, je me disais, lui, il fait plus les maquettes en attendant. Pendant que toi, et je fais référence à ma mère, tu t'es là à te taper toutes les maquettes de tous tes clients. Lui, il a ses clients qui font ses maquettes et il fait envoyer sur les rotatives. Donc il gagnait un temps, mais pas possible. Juste, tu ne peux pas imaginer. Enfin, il faut l'avoir vu pour le comprendre. Et donc c'est hyper intéressant parce que de l'extérieur, tout le métier disait Vistaprint va se planter quoi. Il offre les cartes, il faut être débile, mais les mecs ne savent pas compter. Il offrait, en fait ce qu'il faut que tu saches, je te le dis, des cartes de visite ça coûte 1,50€ ou 2€ à produire quand tu as les machines, tu vois. Donc en fait il offrait un café à ses clients quoi. Et moi honnêtement je te le dis aussi de toi à moi, combien de fois j'ai vu ma mère offrir des cafés à ses clients. Alors il m'y fait d'offrir des cartes. Bon enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Donc le paradoxe du benchmarking il est là. Il est que 100% du temps, mec, je te le dis, tu es très mal placé pour faire du benchmarking. Et c'est pire, 100% du temps, quand tu as un petit gars comme moi qui va te dire « Mais non, mec, regarde, tu t'es trompé, c'est ça qu'il faut que tu regardes. » Tu vas me dire « Non, jeune, tu comprends rien, c'est pas ton métier, laisse tomber. » Tu m'écouteras pas. Et donc, le benchmarking, c'est pour les perdants. Parce qu'en plus de ça, au lieu de passer ton énergie, on va en parler tout à l'heure, enfin non, maintenant d'ailleurs, ça va faire la transition. Au lieu de passer ton énergie dans l'observation de tes concurrents, construis ton offre, construis des produits, teste-la, fais-la évoluer. Parce que pendant que toi, tu avances dans cette construction, tu découvres ce qui est bon pour ton entreprise. Alors que pendant que l'autre entreprise, elle benchmark un concurrent et qu'elle s'emmerde à sortir des données, parce que j'espère que tu as compris dans la définition que pour que tu benchmarks correctement, d'accord, il faut quand même que tu sois capable de fournir des éléments techniques de gestion avec, comment dirais-je, des réelles données, des données tangibles sur lesquelles tu peux t'appuyer, que tu peux extraire et réadapter à ton activité. Donc ça demande un réel travail en amont, quoi. Pour arriver à un résultat de benchmark acceptable et cohérent et intégrable, il y a un travail de ouf à faire, de fou, pardon. Il y a un travail de fou à faire. Et ça, c'est une énergie, pour moi, qui est gaspillée pour rien faire. Pour en plus, si tu t'es planté sur ton benchmark au départ, tu as compris le délire, quoi. Donc, on arrive à notre paradoxe maintenant. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, benchmarker, c'est vraiment pour les losers quand tu es un entrepreneur, tu vois. Mais par contre, là, nous, on est de la famille des investisseurs. Et ce sujet va prendre toute son envergure à ce niveau-là. Parce que lorsque tu es un investisseur, benchmarker, c'est presque naturel. D'ailleurs, la preuve, regarde, tu m'écoutes, donc quelque part, tu rentres un peu dans ma vie. Et en te dévoilant mes manières de fonctionner, tu vas récupérer des éléments, naturellement. Si tu fais un petit peu du benchmarking là en m'écoutant. Et tu vas adapter ou pas certaines choses que je vais faire en te disant Nicolas il a des résultats, et s'il a des résultats en faisant ça, je vais faire pareil, j'aurai les mêmes résultats. Et en investissement, honnêtement, c'est pas ouf de faire ça. C'est pas un truc débile, c'est pas un truc où je vais dire benchmark is for loser. Je vais pas te dire t'es vraiment un idiot que de benchmarker en investissement. Effectivement, en investissement, je pense qu'il y a un petit benchmarking à faire, intéressant, pour déjà amorcer la machine. Mais, et c'est là où on arrive dans le cœur de ce sujet, un benchmarking intelligent. Et j'aimerais aujourd'hui te faire réfléchir, ou en tout cas te donner une dimension intelligente au benchmarking. Alors pourquoi, on va commencer par le début, pourquoi le benchmark en immobilier n'est pas autant ridicule qu'en entrepreneuriat? Alors, il y a une raison très simple, et c'est au moins, ne serait-ce que la raison principale, c'est l'inspiration. L'investissement et le benchmarking, dès l'instant qu'ils t'inspirent, ont une raison d'être. Ne benchmark pas, du coup, et c'est ça mon conseil, de la façon dont ça t'est conseillé. Alors,
On va prendre donc, pour illustrer tout ça, ce qui est pour des professionnels un bon benchmark. On va voir un petit peu rapidement un modèle de benchmarking qui est, d'un point de vue professionnel, donc entrepreneurial, quelque chose de valable, d'accord? Et comme ça, avec cette base-là, je vais te la critiquer, enfin non, je ne vais pas la critiquer, je vais te donner mon opinion sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Première étape, pour réaliser un bon benchmark, il faut que tu sois capable d'identifier le contenu et l'offre des produits et services de tes concurrents. Donc, tu dois pouvoir analyser ce que va proposer un concurrent dans son contenu, son offre, son produit et son service. Pour moi, cette étape-là, elle est en soi ridicule dans le sens où tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a dans un produit ou dans un service quand tu benchmarks. Je sais, tu vas me dire, Nicolas, c'est débile ce que tu es en train de dire. Si j'ai pas, mais moi, je sais ce que je crois. Donc après, tu réfléchis à ce que toi, tu as envie. Je te donne le déroulé et à chaque fois, je vais te donner mes avis. Pour moi, tu as juste besoin de savoir qu'est-ce qu'il propose. À l'intérieur, on s'en fout. Pour moi, tu as juste à savoir, à la limite, le prix et globalement te faire une idée sans consulter. Pour moi, il ne faut absolument pas consulter l'intérieur parce que dès l'instant où tu consultes, tu es sous influence. Et si tu es sous influence, tu n'es plus toi-même. Tu suis mon raisonnement? Ok. Ensuite, il faut que tu sois capable d'avoir l'impact et la taille de l'activité de tes concurrents pour faire un bon benchmark. Là-dessus, je suis OK. Pour moi, ça me paraît normal quand tu te lances dans une activité d'avoir au moins une taille de marché et d'avoir un peu l'impact des gens qu'il y a sur le marché, dans quelle mesure. Là-dessus, j'ai rien à dire. Ça, je trouve normal que tu le fasses. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu ne vas pas te lancer dans une activité s'il n'y a pas de concurrence. Enfin, s'il n'y a pas de concurrence, ça peut valoir le coup, il faut voir l'activité. Mais si en tout cas, il n'y a pas de marché, tu ne vas pas te lancer dessus. Il faut que tu t'assures toujours qu'il y a un marché. Donc, cette étape-là du benchmarking, elle est intéressante. Ensuite, leur présence sur les segments de marché. Alors, pour moi, ça, tu vois, par exemple, c'est inutile. On s'en fout en fait. Tu as juste à globalement te faire une liste. Te dire, voilà, lui c'est le premier, lui c'est le second, lui c'est le troisième. Toujours de mon point de vue, tu identifies les 10 premiers, tu identifies globalement les acteurs du marché et tu t'en tiens là. Tu surveilles ton marché pour quand même voir un peu ce qui s'y passe, mais de très loin. Il ne faut surtout pas regarder un marché intérieur. Ok ? Ensuite, dans un bon benchmark, on regarde la présence sur la chaîne de valeur du marché de la société cible. Donc on va essayer de voir par exemple si elle est plutôt dans le haut de gamme, dans le moyen de gamme. Alors ça pour moi, clairement, on s'en fiche. Parce que effectivement, tu peux regarder une entreprise et regarder ce qu'elle fait, mais ta stratégie va être beaucoup plus importante que la stratégie du concurrent. Donc, tu n'as pas besoin, tu analyses ton marché, mais c'est tout quoi. Pas plus, pas moins. Pas besoin de voir qui fait quoi. Tu comprends? Si tu as envie d'être le leader du luxe dans la chaussure, deviens le leader du luxe dans la chaussure. Mais voilà. Bon, dernière étape qui fait que ce travail d'information est bien fait, c'est que tu vas analyser les stratégies marketing, les stratégies commerciales. Alors là, pour moi, c'est le truc le plus ridicule qui soit et ça nous amène à une très bonne transition, je trouve. C'est ridicule, pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui a conduit une personne, une entreprise, enfin, ce que tu veux que ce soit d'ailleurs, ce que tu as en face de toi, ton concurrent, dans la situation dans laquelle il se trouve. Et même si tu te fais un petit schéma, un petit tableau, une petite réflexion autour de la raison pour laquelle il en est là, tu n'en connais pas les tenants et aboutissants. Tu n'es pas en mesure de savoir ce qui fait pourquoi une personne ou une société est là où elle est au moment où tu l'observes. C'est impossible en fait. Tu ne peux pas savoir ça. Et comme tu ne peux pas savoir ça, tu ne peux pas savoir si toi, en passant les mêmes étapes, tu ne vas pas découvrir une chose que l'entreprise cible a ratée et qui va faire que ton entreprise va exploser et pas la sienne. Est-ce que tu comprends maintenant le problème du benchmarking? Et c'est le même à tous les niveaux. Là où c'est pour moi très utile, c'est quand ça reste inspirationnel et quand ça te permet de changer certaines petites choses pour réajuster ton comportement. Mais quand ça devient intrusionnel, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, quand ça rentre trop dans ta vie et que tu t'adaptes trop ou en tout cas que tu calibres trop tes actions en fonction de tes concurrents, là, on est dans la bêtise la plus totale. Et crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui agissent en fonction d'autres personnes, beaucoup trop à mon goût. Et c'est là où te conduit et nous conduit cette émission. Je ne veux pas que tu agisses ni par rapport à ce que je peux te dire, ni par rapport à ce que tu peux entendre, ni par rapport à personne. Je vais maintenant revenir à notre sujet qui est l'investissement et la raison pour laquelle je t'ai fait toute cette analyse. C'est paradoxal, je te l'ai dit depuis le début. J'accepte que tu fasses du benchmarking en tant qu'investisseur. Je ne l'accepterai jamais si tu le fais en tant qu'entrepreneur. Mais, je mets un gros haut là.
Si tu fais du benchmarking, dans les deux cas, il faut que tu le fasses de manière très, très occasionnelle. Je veux réellement que ce soit ponctuel. Limite rare. Tu dois te couper, t'éloigner au maximum de tes concurrents et des personnes que tu observes dans tout. Et je vais te donner la raison pour laquelle je veux que tu fasses ça. C'est hyper important. Dans un processus, quel qu'il soit, tu vas vivre différentes étapes. Nous sommes des personnes émotionnelles. Nous sommes des personnes connectées à nos émotions. Nous sommes des êtres humains. Et le propre de l'être humain, c'est de réagir. C'est nos réactions qui font ce que nous sommes. C'est tes réactions, mec, qui te changent. C'est ce que tu es. C'est ta manière de percevoir le monde différente de la mienne qui fait toute la beauté de ce qu'il y a en toi. Et tu vas acheter les mêmes immeubles que moi. Tu vas acheter tout pareil. Ton ressenti ne sera pas le même que le mien. Tes conclusions ne seront pas les mêmes que les miennes. Et donc tes choix ne seront jamais les mêmes que les miens. Et laisse-toi l'opportunité de réagir à toutes ces situations-là. Parce que même quand tu vas créer une boîte et que de manière notoire dans ton métier ou dans l'investissement, on sait qu'il y a telle ou telle action qu'il ne faut pas faire, mais laisse-toi l'opportunité de quand même la vivre. Moi, je vais te donner juste un exemple. Tout le monde répète sans cesse, il ne faut pas acheter sa résidence principale. Mec, t'écoutes un investisseur qui a toujours eu ses résidences principales. J'ai toujours eu mes résidences principales. Pourquoi avec moi ça marche et ça marche pas avec les autres? Pourquoi? Pose-toi la vraie question. Je n'ai pas raison, mais ils n'ont pas raison non plus. Nous n'avons pas raison. Et quelqu'un a raison jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait prouvé qu'il avait tort. C'est comme ça que ça marche dans tout. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Rien du tout. Il n'y a aucune vérité sur cette planète. Et toutes les vérités qui existent, elles ne demandent qu'une chose. C'est qu'à ce que toi, tu viennes me prouver que ce soit faux. Et si tu me le prouves et que je te crois et que grâce à toi, je vis une nouvelle expérience, je t'en serai éternellement reconnaissant. Donc s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Ne benchmark plus. Arrête le benchmarking. Arrête de regarder les autres. Arrête de te dire que lui, il a fait comme ci, il a fait comme ça et moi, si je fais ci, arrête. Sois toi-même. Sois toi-même. Vis tes expériences. Fais tes conneries. Fais-les, les conneries. Vas-y, fais-les. S'il y a un gars sur cette planète qui doit t'inciter à faire des conneries, ben ce sera moi. Vis tes conneries, répare-les, et peut-être qu'en les réparant, tu vas découvrir quelque chose que j'ai raté. Et je serai très heureux pour toi. Je serai très heureux que tu viennes là t'asseoir à côté et que tu dises, écoute Nicolas, j'ai écouté ton émission et du coup, je suis allé acheter une grosse Porsche. Je me suis endetté à mort et grâce à ça, j'ai acheté 15 immeubles. Mais je serai le plus heureux de la Terre et je te demanderai comment tu as fait. Il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. J'ai fait une émission et je t'invite à l'écouter sur la Ferrari du boulanger par rapport à l'émission de Akram et je vais la citer ici. Moi, je trouve fantastique qu'un gamin ait osé s'endetter à mort pour s'acheter une Ferrari, bordel. C'est entièrement, ça va à l'encontre de tous les préceptes que j'essaye de transmettre. Et pourtant, comme je le dis dans l'émission, lui, il sait ce que c'est, il sait ce qu'il faut gagner pour se payer une Ferrari. Mec, est-ce que toi, tu sais ce qu'il faut faire pour se payer une Ferrari? Non, tu ne le sais pas. Donc, il a acquis quelque chose que toi, tu ne connais pas. Toute expérience est bonne à vivre et le benchmarking est pour les losers. Ça ne doit rester que de l'inspirationnel. Et ça m'amène au dernier point et à la conclusion de cette émission. Je veux que tu l'entendes. On est là pour se nourrir. Je te nourris, tu me nourris. On se nourrit de nos expériences et c'est comme ça qu'on grandit. Tu dois te nourrir et ne pas benchmarker comme Xerox l'a fait pendant des années, comme plein d'entreprises le font aujourd'hui. Ils ne le savent pas, mais tous ces gens qui benchmarkent sont en train de se tuer à petit feu de l'intérieur. Quand tu benchmarks, tu meurs un petit peu plus chaque jour. Donc, que tu regardes, que tu sois inspiré. Je vais faire une émission sur un investisseur immobilier qui a acheté 250 000 appartements. Oui, il n'y a pas d'erreur dans ce que je viens de dire. 250 000 appartements. Je vais tâcher de te raconter son histoire. Ce n'est pas quelqu'un de connu. J'ai eu la chance, par des personnes interposées, de découvrir cette personne et d'avoir pu faire des recherches parce que je ne l'ai pas rencontré directement. Mais bon, bref, ça c'est inspirant. Ça doit rester inspirant. Mais ça ne doit pas dicter ta vie. Tu n'es pas lui. Et fort heureusement, il ne sera jamais toi. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche, à toi, par un autre chemin, d'arriver au même résultat. L'important n'est pas, encore une fois, ce que font les autres, ni comment ils font les autres. L'important, c'est qu'est-ce que les autres ont fait,
qui t'a suffisamment inspiré pour que toi tu arrives à faire une chose à ton tour et que tu le vives de façon différente pour que à nouveau tu me racontes une nouvelle histoire tout autant inspirante que la première. Ne benchmark plus ou benchmark juste à la recherche d'une inspiration qui te pousse à aller atterrir sur le soleil. Si tu fais partie de la famille, je sais que tu comprends ce que je vais te dire et je t'incite vraiment, vraiment à vivre tes propres expériences. La vie des autres est intéressante dès l'instant où elle nous inspire, où elle nous fait réfléchir. Et tu sais très bien que sur cette émission, on décrypte les parcours des autres personnes et ça ne me gêne pas de benchmarker comme ça dès l'instant où il y a une réflexion derrière. Mais ça ne doit en rien dicter tes actes, ni tes comportements et encore moins tes choix. Et même, j'ai envie de te dire au contraire. C'est pas une émission coup de gueule, mais c'est une émission où j'ai envie de te dire fais tes conneries. Moi aujourd'hui, je fais des conneries volontairement. C'est-à-dire que je signe des trucs qui me font peur parce que j'ai peur justement. C'est pour ça que je les signe. Je vais dans des endroits où je suis pas rassuré d'y aller et je me dis tu y vas parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort et ça me met dans une position qui m'oblige à aller chercher de nouvelles ressources. Agis comme ça. Et même si quelqu'un te dit non, ne fais pas ça, ça va t'amener tel résultat, fais-le quand même. Fais-le quand même. Vis les choses et réagis surtout. Cherche des réactions chez toi. C'est ces réactions-là qui t'amèneront, à mon avis, à mon humble avis, c'est comme ça que tu vas découvrir ce que tu cherches depuis toujours. En tout cas, si tu m'écoutes et que tu es un chercheur de richesse, la richesse est cachée quelque part dans tes réactions, mon ami. Quelque part dans tes réactions. Écoute, ça m'a fait super plaisir de faire cette émission avec toi. J'espère que tu pourras dire aux gens que maintenant que tu côtoies, que le benchmarking, c'est pour les perdants. Si tu vois un mec qui benchmark, explique-lui rapidement ce que je viens de dire ou fais-lui écouter cette émission. Like, partage, note-moi cette émission. Prends mon livre Devenir riche sans argent. Abonne tes amis sauvagement. Enfin bref, fais rentrer beaucoup de monde dans cette famille. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!